Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et ce soir, ce sont les vrais talents qui font bouger la France et le monde. Merci en tout cas de nous accueillir au président, oui. Bien sûr, avec qui nous étions tout à l'heure. Nous sommes ici à l'Automobile Club de France, en plein cœur de Paris, où nous voyons depuis la Concorde la majorité des grands, grands monuments parisiens. On a le Palais Bourbon, on a le Dôme des Invalides, le Sacré-Cœur, à droite le Grand Palais, à gauche la J'allais dire le Tour Infernal. Mais la Tour Montparnasse, oui. La Tour Infernale, c'est un excellent film avec Steve McQueen. Absolument. Dans les années 70. Non, pas du tout. Pas Steve McQueen. Ah, Steve McQueen. Mais pas du tout. Bruce Willis. Non, la Tour Infernale, le film des années 70. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. J'en suis quasi certain. D'accord, bon, on va pas faire une soirée cinéma. En tout cas, ici, c'est le Grand Prix Autotech ACF avec nous pour en parler jusqu'à 20h avec nos invités. Guillaume Duvauchel est avec nous, ex-vice-président innovation R&D de Valeo. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Arnaud de la Fortel, qui est avec nous, Chief Technology Officer de X. Bonsoir. Bonsoir. On dit bien X. Oui. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France en direct de l'Automobile Club de France. Les vraies voix Sud Radio. Alors oui, allez-y. Non, mais c'est les hommes d'abord. On va non, les femmes d'abord, je n'en ferai rien. Allez-y. Alors, on va commencer avec vous, Guillaume Duvauchel, que vous allez être le juge de paix de cette émission. On va recevoir certains des candidats, des finalistes du Grand Prix Pionnier ACF. Ce Grand Prix ACF Autotech 2025 est dans son sprint final, on peut le dire maintenant. Qu'en diriez-vous, vous qui connaissez bien ce Grand Prix ? Eh bien, je crois qu'on peut en dire qu'il couvre tous les aspects de l'automobile, à la fois la première monte, le plus technologique avec Arnaud et l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui est recyclabilité, avec tout ce qui facilite la réparation, tout ce qui facilite l'inclusion, avec, on le verra tout à l'heure, des possibilités de pouvoir louer des véhicules pour des personnes en situation de handicap, etc. Et donc le fait de couvrir un si large panel de technologies, ça parle à tout le monde. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a énormément de Français, en tout cas dans ce grand concours, ce qui veut dire aujourd'hui que la France est dans les premiers rangs de l'innovation dans l'automobile ou l'innovation en général. Je crois qu'on pourrait le dire surtout ici, puisque on va dire que l'innovation automobile est née place de la Concorde dans ces locaux prestigieux. Arnaud de la Fortel, vous êtes Chief Technology Officer de X. Alors X, c'est H2EX. Déjà, présentez-nous X. Bonsoir. Alors X Technologies, on travaille sur la donnée, ce qu'on appelle la smart data. Aujourd'hui, un véhicule produit des montants effroyables de données si on veut faire du véhicule autonome, mais même du véhicule simplement assisté, qu'on peut acheter aujourd'hui, niveau 2, niveau 3. Et pour résoudre cette avalanche de données, il faut savoir cibler la donnée, et c'est l'objectif de X Technologies. Savoir cibler la donnée et offrir de la donnée pertinente à ses clients. Qu'est-ce que vous allez résoudre, par exemple, pour que ce soit très concret pour nos auditeurs dans l'industrie ? Alors, si on a des flottes de tests de véhicules autonomes, un véhicule produit 5 téraoctets, ça veut dire en fait, grosso modo, 10 MacBook, ou un gros disque dur chaque heure. Donc, si vous prenez une flotte de 1000 véhicules pour faire des tests un petit peu massifs, c'est compliqué. Pendant quelques mois, en fait, vous allez avoir une tour Eiffel de disque dur. Et ça, c'est un problème. Ah oui, effectivement. Et ça veut dire que je vais plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez réduire ça à quoi, par exemple ? Alors, ce qu'on estime, mais on n'est pas les seuls, c'est que seulement 1% de la donnée qui est acquise est utile. Donc, l'objectif, c'est de savoir cibler ce 1%. Alors, peut-être qu'on ciblera 2, 3, 4% au départ, avant d'être meilleur. Et donc, 95% de la donnée, on peut l'effacer. Elle ne sert à rien. C'est typiquement un véhicule qui attend au feu rouge ou qui est au garage, la donnée ne sert à rien. Ça veut dire une réduction d'impact sur l'écologie, par exemple ? Absolument. Un de nos investisseurs est d'ailleurs un fonds à impact, et un de nos objectifs, c'est de diminuer la trace carbone de la donnée. Vous avez parlé du véhicule autonome. C'est quand que monsieur et madame tout le monde pourront rouler dans un véhicule autonome, c'est-à-dire ils mettent la distance, l'adresse sur le GPS et ils regardent un film pendant qu'ils roulent ou ils dorment, ils font ce qu'ils veulent quoi. Alors,
vous pouvez déjà rouler dans des véhicules autonomes, ça existe. Hein. Alors il y a des modes d'autonomie partiels sur des Mercedes, sur des Tesla. Vous êtes capable déjà de rouler en mode autonome, mais complètement autonome. Moi, je mettrais le challenge plus loin. Quand est-ce que vous mettrez votre enfant ou votre petit enfant dans un véhicule et vous l'enverrez à la campagne avec un véhicule autonome? Ça, je pense que c'est pas tout de suite. C'est ça. Guillaume Duvauchel, vous qui avez été ex-vice-président innovation et R&D de Valeo, vous avez travaillé sur le véhicule autonome à l'époque. Qu'est-ce que ça a beaucoup évolué? Oui, d'ailleurs, je pense que si on se projetait 20 ans en arrière, on pourrait dire que les véhicules d'aujourd'hui auxquels fait allusion Arnaud, donc les véhicules de niveau 2 ou de niveau 3, c'est-à-dire des véhicules qui donc se régulent à la fois sur l'axe longitudinal, donc qui suivent la voiture de devant, et aussi sur latéralement, auraient été considérés comme autonomes. Alors moi, je vais peut-être un petit bémol sur ce que dit Arnaud, c'est qu'en fait, de mon point de vue, le véhicule autonome n'existera jamais. Par contre, le véhicule ne nécessitera pas l'intervention d'un conducteur à bord. Mais il sera connecté avec... il ne sera pas totalement autonome. Il sera connecté toujours à un humain quelque part ou quelque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez beaucoup de flottes de robotaxis en Californie ou ailleurs qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien, mais qui sont quelque part supervisés pour tenir compte des conditions de circulation. On va parler de 2 secondes de Valeo. Je vous le disais hors antenne, une entreprise formidable, hein, le plus grand nombre de brevets, on peut l'attribuer dans le monde, on peut l'attribuer aujourd'hui à Valeo. Combien de temps faut-il, et ça je vais poser la même question tout à l'heure avec Arnaud de Fortel, entre le moment où l'idée émerge et finalement où elle est plausiblement disponible sur le marché. Alors vous allez me dire, ça dépend de quoi, bien entendu, mais le temps est très long quand même. Alors ce qui est remarquable, c'est l'accélération. Oui. Quand on voit par exemple l'intelligence artificielle, entre la publication et la mise sur le marché, il n'y a que 18 mois. Donc pour les technologies liées au software, liées donc à l'intelligence, c'est relativement rapide. Par contre, pour les technologies, ce qu'on appelle le deep tech, liées à l'électronique, liées aux matériaux, etc., c'est beaucoup plus long, c'est 5 ans. Et également, il faut tenir compte de l'acceptabilité d'une technologie. On le verra tout à l'heure avec la start-up qui joue sur l'interface homme-machine. Oui. Même si ça fonctionne, même si ça apporte un plus, il faut du temps pour que les gens acceptent la fonction. Arnaud de Fortel, forcément, au moment où vous avez cette technologie, elle est en perpétuelle mutation. J'imagine qu'elle se update quasiment au quotidien. Alors absolument. La plateforme technologique que nous proposons comme solution, on lui apporte des améliorations chaque semaine. Ça, c'est le monde du logiciel. On fait des releases toutes les semaines. En revanche, le concept lui-même de Smart Data, on n'a jamais changé. La société a été créée en 2019. On est en 2025 et on continue à faire de la Smart Data. Donc il y a une différence entre on va dire les fonctions qu'on propose à nos clients et puis le processus qui est justement d'avoir la donnée pertinente et en fait ce concept-là il change pas. Mais à quel moment l'humain peut encore vérifier ce que fait la machine? C'est tout le point de la donnée pertinente. Si vous enregistrez tout, vous allez avoir des milliers d'heures de vidéos. Personne ne regarde des milliers d'heures de vidéos. C'est vrai. Hein. Par contre, Philippe David, ça peut lui arriver. Vous avez des très bonnes séries alors. Donc, ce que nous on cherche à faire, c'est condenser ces flux d'informations continues en petits événements. Et chaque événement, vous pouvez les regarder, ça va durer 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. De quoi comprendre, soit pour un humain, soit pour une machine. Et comme vous tracez la donnée, eh bien, ça va permettre, si jamais vous avez des statistiques, vous pouvez aller regarder dans les jeux de données des exemples et comprendre si c'est correct ou si c'est pas correct. Dernière petite question, parce que là, on est déjà en retard. Guillaume Duvauchel, est-ce que ça veut dire que ça ouvre encore à des nouveaux métiers ? Ah oui, c'est infini, les perspectives sont infinies. Tous les métiers nouveaux dans l'automobile, en fait, vont être liés, non pas à l'automobile seul comme un objet isolé, mais à la mobilité en général, à donc l'interface entre les différents marchés. Quand vous êtes dans votre voiture, vous avez 1 heure le matin et 1 heure le soir. Qu'est-ce que vous faites pendant 7 heures si vous conduisez pas? Vous pouvez tenir compte, vous soignez, vous écoutez Sud Radio, bien sûr. Bien sûr, à moins des choses. Voilà. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, de nouveaux talents vont se succéder à ce micro. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. Et tout de suite, on sera avec Vladimir Grudzinski, CEO de Car Jaeger. On les avait reçus. C'est absolument génial pour acheter des voitures d'exception. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France ici à l'Automobile Club de France dans le cadre d'un événement important pour nous puisque c'est le Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire et nous sommes très fiers en tout cas puisque nous sommes la radio de l'automobile et tous ces talents, on est très content de les accueillir. Alors vous avez suivi cette émission, donc vous connaissez maintenant Guillaume Duvauchel, ex-vice-président innovation R&D chez Valeo et notre invité qui vient d'arriver, Vladimir Grodinski qui est avec nous, CEO de Carjäger. Est-ce que je n'ai pas écorché votre nom? Non, c'est comme ça se prononce. Voilà. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Ce qui nous intéresse toujours, forcément, c'est la naissance de ces entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour se dire, il faut que nous montions finalement cette entreprise spécialisée dans l'achat de voitures neuves, enfin surtout de passion aussi. Collection et de sport. Collection et sportive contemporaine, exactement. Alors moi j'ai eu la chance de développer une première société qui opérait dans les voitures d'occasion, dans laquelle on traitait quand j'y étais 15% de voitures anciennes. Et finalement je me rendais compte que sur 100 ans d'industrie, si on commence à peu près à 1920 jusqu'à aujourd'hui, les offres étaient très peu présentes sur les sites d'annonces, comme Autoscout 24, La Centrale, Le Bon Coin, tout ça. Et en fait, quand on réfléchit, on se dit... Et pourtant, il y avait de la demande. Il y avait beaucoup de demandes, mais les autos, en fait, sont chez leurs propriétaires et qui ont un comportement marketing un peu particulier, c'est qu'ils sont tous vendeurs sans être vendeurs. Et donc, ce qu'on appelle le hors-marché. Et donc, voilà d'où est venue l'idée, c'est de vouloir structurer une offre d'autos disponibles à l'achat, mais qui ne sont pas à la vente. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est ça, mais en fait ça a fait tout le twist de la société et donc voilà qui était l'étincelle de la création de cette deuxième société. Donc ça veut dire qu'il a fallu convaincre tous ces propriétaires de voitures? Oui, alors en fait on dans l'idée, alors c'est une partie de ce qu'on fait, parce que nous c'est une société assez complète qui opère pour les acheteurs et vendeurs de voitures anciennes et sportives contemporaines, donc c'est très complet. Mais quand on parle de l'étincelle hors marché, on dit aux collectionneurs, indiquez-nous ce que vous avez. Elle sera pas montrée. Si on a quelqu'un qui demande ce que vous avez, on viendra vous notifier. Alors, vous avez plusieurs modèles de vente. Quels sont-ils? Alors, donc, on a 3 segments. Donc, le premier, c'est les anciennes, de 1920, grosso modo, jusqu'à 1990. Ensuite, on a les Youngtimer de 1990 jusqu'à 2010. Et ensuite, on a les GT, les supercars de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et dans chaque équipe, on a un pool de brokers qui s'occupent des gens qui vendent et d'autres qui achètent. Voilà. Donc c'est Guillaume Duvauchel, on se rend compte quand même que la voiture passion continue à perdurer malgré les injonctions, en tout cas sur l'automobile aujourd'hui. Il y a encore toute cette partie d'automobile qui nous fait rêver. La passion ne faiblira pas. Et en plus, ce sont des autos qui ne polluent pas parce que en général, elles roulent peu. Et elles sont soigneusement entretenues par leurs propriétaires. Et en plus, elles ont le bon goût. Comme on dit. Voilà. Et ils ont le bon goût de ne nécessiter aucun CO2 pour la refabrication, puisque globalement, il suffit de l'entretenir. Donc c'est même quelque part vertueux pour ceux qui roulent pas beaucoup. Vladimir Grodzinski, il y a une chose importante à rappeler. Vous vendez par Internet, c'est-à-dire en échange. Également, vous avez un système de vente aux enchères et vous avez développé un système de vente avec l'ajout de points de vente dans le sud de la France notamment. Exactement. Points de vente physique bien évidemment. Voilà, donc là ça a été un des paris réussis de la société, c'est-à-dire que nous on est arrivé dans un marché qui n'était pas professionnalisé. On est arrivé dans un marché qui avait l'âge des autos qu'ils vendaient, donc avec une expérience cliente un peu limitée. Et donc nous on a mis le collectionneur au centre de l'expérience et pour répondre à tous ces sujets. Et donc dans le cadre des GT, des supercars contemporaines, donc ça peut être les Porsche 911 Turbo S, les 458 Ferrari, toutes ces autos-là, eh bien, les collectionneurs ont un réflexe de clients VO, VN, véhicule d'occasion récent ou véhicule neuf, et ils veulent une reprise. Et donc, qui dit reprise dit beaucoup d'argent pour acheter ces autos. Et donc, on a fait un partenariat qui est complètement win-win avec les gros distributeurs automobiles, qui est de dire, OK, vous voulez, vous, distributeurs, vendre des GT, des supercars, mais vous ne savez pas faire. Nous, on sait faire. Et on utilise votre argent et vos concessions. Et donc, on a ouvert avec le groupe de Villermin, en plus qui est un gros groupe Mercedes de Valence jusqu'à Marseille, puis ensuite avec Car Avenue, qui est un des plus gros distributeurs français, ce programme GT, et d'autres distributeurs sont en train de nous rejoindre. Donc, d'où les points de vente physiques pour ces autos-là.
Est-ce qu'il y a une législation particulière sur ces ventes de voitures ? Non, ici il y a des lois très précises qui sont des lois de taxes, comme beaucoup de choses en France. Mais sinon, non, à part ne pas dépasser le 130 avec des autos de 800 chevaux, il y a mais ce qui est assez facile en première. Vous êtes exempt des zones à faible émission quand vous êtes en voiture finalement de collection. Alors les anciennes, avec la carte grise collection, on peut rouler dans les ZFE. Voilà, pour les restes, il y a des zones grises parce que tous les forces de l'ordre n'ont pas encore de Master 2 de historique automobile. Donc avant d'arrêter une voiture qui est avant 97 ou après, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Guillaume Duvauchel veut réagir. Oui, en fait, nous sommes ici dans un salon place de la Concorde. Oui. Ça vous viendrait pas à l'esprit de moderniser cet environnement qui est fabuleux. C'est pareil pour une voiture. Une voiture, c'est un objet avec lequel on vit. Ce n'est pas qu'un objet pratique, c'est un objet d'émotion. Et je pense que vous, quelque part, en facilitant l'accès à cette émotion, c'est un bien public. Quelle est la voiture la plus folle, entre guillemets, que vous avez vendue grâce à sur Carjäger? Alors la plus folle, c'est une question qu'on pose souvent et la réponse est tout à fait targetée parce que c'est une Alpha. C'était un peu ma marque de cœur. C'était l'Alpha qui avait appartenu au batteur de mon groupe de rock préféré. C'était l'Alpha 6C par Zagato le carrossier. Les musclés, je crois que c'est les musclés. C'était avec Bernard Binet. C'était les Pink Floyd. Ah ouais, carrément. C'était l'Alpha de Nick Mason qui est passionné d'automobile, qui a couru, qui a une deuxième carrière presque après les Floyd. Et donc voilà, beaucoup d'émotions, tant dans le constructeur que dans l'historique. Et elle a coûté beaucoup de monnaie, non? Elle a coûté beaucoup d'argent. Ouais. Il y a des voitures qui ont une appétence, forcément, on va en sortir des grandes marques, mais qui sont assez étonnamment recherchées, alors que elles pourraient être considérées comme c'était bien à l'époque, mais sans plus. Et pourtant, qui aujourd'hui sont très recherchées. Oui, alors c'est une question assez centrale dans la voiture de collection, c'est qu'on assiste à un essoufflement des cotes des voitures de collection des années 50, 60, 70 et à une explosion des autos des années 90, 2000. Ce que nous on a appelé les Youngtimers. Ouais. Donc c'est les Porsche 993, Lamborghini Diablo, Ferrari 360, tout ça. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, les collectionneurs souvent recherchent qui les ont fait rêver petits. Et donc comme il y a une génération qui s'en va doucement, il y a plus personne pour rêver de ces autos-là. Donc la demande s'essouffle, fait baisser le prix des autos des années 50-60. En revanche, qui peut revenir peut-être ? Non, mais qui ne reviendra pas, sauf résurrection particulière, mais il y a assez peu de cas pour l'instant. Mais par contre, il y a une explosion des autos des années 90 parce que ceux qui peuvent les acheter commencent à avoir de l'argent. Comme il y a des voitures de rêve sur Carjäger, je vais faire un test. Guillaume Duvauchel, quelle est la voiture de vos rêves ? Moi, c'est sans hésiter une Jaguar Type E. Ah oui. Et avec le 12 cylindres Jaguar. Traditionnel. Mais la plus belle voiture du monde, selon Enzo Ferrari. Oui. Ouais. Voilà. Et vous ? Pardon, allez-y. Non, mais après, il faut faire abstraction de certains côtés pratiques, parce que quand on la conduit, c'est pas si simple que ça, c'est pas si pratique à entretenir non plus, mais c'est vraiment un objet de passion. Et vous, Lenimir Godzinski ? Moi, j'ai des goûts très simples, une Ferrari 275 Nart Speeder. Ouais. Cécile, la vôtre ? La Méhari, non, je l'ai dit, mais tout à l'heure, je l'ai dit, la P4, Ferrari P4, je pense que là, on est au summum de la beautifulerie. Moi, c'est aussi une Ferrari, la F40, alors celle-là, c'est pour les 40 ans de la marque en 1988, elle était quand même fabuleuse avec son aileron arrière. Ça fait rêver. Merci en tout cas Vladimir Grunzinski, CEO des Carjäger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous, Guillaume Duvauchel. On vous garde jusqu'à 20h et on évoquera une autre start-up qui s'appelle Embod Me. D'accord, ok, très bien. En français, ok, très bien. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes toujours en direct de cette place magnifique de la Concorde où se trouve l'Automobile Club de France qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission spatiale pas spéciale, pas spatiale, j'ai dit spéciale. Oh bah si, parce qu'elle vole très haut. Ah oui, ça vole très haut. Et puis il y a des stars comme vous.
Ce Grand Prix ACF Autotech, en tout cas avec des lauréats, des talents bien agréables à écouter, avec Guillaume Devauchel qui est avec nous, ex-vice-président innovation et R&D de Valeo. En tout cas, merci de nous accompagner jusqu'à 20h. Et Edgar Emery est avec nous, CEO et fondateur de Embed.me, c'est ça, je l'ai bien dit. Merci. Voilà, qui est une start-up française que vous avez fondée. Racontez-nous l'origine finalement de cette start-up. Voilà, l'origine, elle remonte à mes années d'étudiant, oui, où j'avais du mal à décider si je voulais faire de la science ou de la musique. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Et une passion de la musique électronique, mais aussi de la musique acoustique et orchestrale m'a en fait poussé un petit peu à développer des systèmes interactifs où on transformerait le geste capté, ouais, avec des caméras 3D en musique. Donc apporter de la richesse du geste musical dans la musique électronique. C'était ça la première idée. Et donc entre 2014 et 2018, j'ai eu une fantastique opportunité de faire de la recherche dans un laboratoire de robotique. D'accord. Où on travaillait sur les interactions homme-machine. On développait plus particulièrement des algorithmes qui permettaient d'extraire la donnée des mains, des doigts, donc le bout des doigts en 3D, et d'utiliser cette donnée pour soit apprendre le geste, extraire des notions de stylistique sur différents musiciens. Et ce travail, en fait, il a évolué et j'ai créé un instrument de musique électronique à part entière en 2018. Et à partir de là, donc j'ai cofondé la société Embed.me avec un associé. On a commencé à travailler tout de suite sur la sortie d'un produit musical, évidemment, qui est sorti en 2020, qui a eu un succès assez rapidement. Retentissant, en plus. Mais en parallèle de ça, on a toujours voulu garder vraiment l'axe recherche et voir comment on pourrait appliquer ces technologies développées dans un cas d'usage musical sur d'autres segments, notamment l'automotive. Pour qu'on comprenne bien, nos auditeurs comprennent bien, on va prendre le cas de Jean-Michel Jarre, puisqu'en plus il est au bord de cette start-up. Ouais, tout à fait. De dire que lorsqu'on l'a vu dans un concert, effectivement, jouer avec la lumière et la musique, c'est à peu près ce que vous êtes en train de décrire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Jean-Michel Jarre a toujours voulu faire des spectacles vraiment spectaculaires. Exceptionnels même. Et je crois qu'il est connu pour l'utilisation de la harpe laser, qui était un des premiers instruments où on venait interrompre des faisceaux lumineux, des lasers pour contrôler les notes. Et aujourd'hui, avec la technologie, on peut aller beaucoup plus loin. Les micro-gestes des doigts sont captés par des caméras 3D et chaque petite variation peut être entraînée sur un réseau de neurones pour dire tiens, envoie telle ou telle commande, joue un son de telle manière ou d'une autre, etc. Donc ça veut dire qu'on joue d'un instrument de façon totalement virtuelle. Voilà, oui, tout à fait. Guillaume Devauchel, ça laisse rêveur quand même. Parce qu'il y a Jean-Michel Jarre, mais il n'y a pas que lui comme grand musicien avec qui vous travaillez. Pouvez nous donner deux noms ? Absolument. Le groupe Coldplay a tourné ces dernières années avec plusieurs de nos produits. Oui. Donc Linkin Park a recommencé une tournée internationale avec nos produits. Donc c'est vraiment un grand honneur. Extraordinaire, non ? Extraordinaire, et on peut penser que c'est le futur de l'automobile, mais au moins dans 10 ou 15 ans, parce que en fait, autant faire une fausse note, c'est désagréable, et puis on a le temps d'apprendre un instrument. Encore dans l'automobile, on a besoin d'être habitué au geste. Je pense que c'est le futur, parce que personnellement, je crois à la disparition des écrans. Ça peut peut-être vous choquer, mais les écrans, c'est déjà une technologie relativement ancienne, et l'écran tactile, c'est pas une très bonne idée sur l'automobile, parce que vous quittez la route des yeux pour bien pointer du doigt. Alors que si on a une technologie qui s'approche de la vôtre, où quelque part c'est le geste sans avoir à regarder, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus confortable. Simplement, il va falloir s'y habituer et il va falloir apprendre ailleurs. Oui, il faut de la pédagogie pour ça. Comment ça se, justement, et il a raison, comment ça se transforme et comment ça se déploie dans l'automobile ? Et sur quoi, par exemple ? Alors c'est un sujet un peu chaud en ce moment, je vais pas pouvoir tout malheureusement nous dire, vous raconter, mais nous on aime bien déjà le concept de technologie timide, shy-tech, qui s'efface complètement dans un habitacle de voiture très très minimaliste, très épuré, où effectivement on a moins de boutons, on a moins d'écran, donc on est moins dérangé visuellement par un espèce de brouhaha visuel quand on conduit, mais on aurait juste ce dont on a besoin au moment où il le faut. D'accord. Et alors ça, en fait, notre technologie, elle peut le révéler à l'approche du geste à travers
par exemple la main qui s'approcherait d'une paroi ou d'une surface, du tableau de bord, etc. Alors là, viendrait apparaître avant même d'avoir touché. Ça veut dire qu'on devient un chef d'orchestre finalement dans la voiture? Absolument, on est en fait vraiment dans son orchestre, au centre des processus, et on fait apparaître ce dont on a besoin, donc des boutons apparaissent. En revanche, après on peut imaginer quand même que les boutons restent des boutons tactiles, qu'on doit actionner avec le toucher, pas forcément avec un geste, puisque ça peut effrayer quand même, et c'est assez effrayant, il y aurait de bonnes raisons d'être effrayé, de faire un geste sans faire exprès qui lancerait une commande. Donc évidemment, il y a plein de garde-fous à penser, mais en tout cas, apporter le geste pour améliorer en fait, augmenter, avoir plus de retours continus de ce qui se passe dans la voiture. C'est l'avenir. Augmenter. Vous travaillez sur des projets avec des constructeurs? Oui, tout à fait, oui. Vous pouvez dire lesquels ou pas, ou c'est encore non, malheureusement. Défense. non, malheureusement. Vous pouvez pas nous dire leur logo, par exemple. Je peux vous parler par contre de notre incubation avec la Software République, qui a débuté. La République du logiciel, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qui a un groupe d'Open Innovation qui englobe notamment un constructeur automobile français. Et donc ça, c'est un projet d'incubation qui a commencé il y a 2 ans et qui est très intéressant puisqu'on trouve des synergies entre plusieurs groupes de gens qui font de la voiture, mais aussi des composants électroniques ou du service. Guillaume de Vauchel veut réagir. Oui, je crois que le Graal de la technologie, c'est de se faire oublier. Et donc, oui, c'est exactement ça. Rappelez-vous, dans les années 2000, les chaînes Hi-Fi avaient tout un tas de boutons, ça faisait un demi-mètre cube, etc. Aujourd'hui, on a une petite enceinte connectée dans un coin. Plus personne n'a de chaîne Hi-Fi dans son salon. Non. Ça fera pareil pour les tableaux de bord de voiture. Aujourd'hui, on a besoin, les écrans sont un symbole de modernité. Les boutons aussi, puisque quelque part, quand on a payé une fonction, on veut bien un bouton pour l'activer. Et quand cette technologie sera devenue mature, elle s'effacera, et là les commandes gestuelles seront, je pense, très importantes, de la même façon que les commandes vocales. Aujourd'hui, avec Siri et les autres systèmes, ça devient de plus en plus. C'est Luc Julia qui l'a imaginé. Ouais. Voilà. Quels sont les plus grands défis techniques ou technologiques que vous pourriez rencontrer? Alors je crois que le plus grand défi en fait, c'est l'acceptation du public. Pour ce genre de technologie. La pédagogie, c'est ça? Ouais, le côté pédagogique. Et en fait, il faut pas imaginer à un instant que les gens voudront prendre du temps à apprendre un nouveau système dans un habitacle aussi stressant que peut l'être la voiture. Par contre, voilà, le défi, ça va être de... Est-ce que ça veut dire qu'il faut déplacer le problème ailleurs, peut-être dans le quotidien des Français, pour que le geste devienne presque naturel et ensuite le transposer à la voiture? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou pas du tout? Je crois que c'est vraiment le travail du designer d'expérience, le UX designer, de penser une expérience qui va être tellement naturelle en fait qu'il y aura rien à apprendre. Donc c'est vraiment tout l'enjeu. C'est comme quand on a eu le premier iPad, il y avait plusieurs innovations dedans, à la fois un écran, un écosystème ouvert, une dalle capacitive multitouch, mais finalement n'importe quel enfant peut le prendre en main et il n'y a pas de sujet. Donc il faut arriver à ce niveau de maturité dans l'expérience utilisateur. Merci beaucoup Pierre Emery. Avec plaisir. CEO et fondateur de Embed.me d'avoir été avec nous. On continue avec des lauréats. Des startups qui sont finalistes. On va avoir Charlotte de Villemorin, cofondatrice de Abilise, et Nicolette Ziegler, CEO de Merci Polo, qui seront avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est désormais avec un des finalistes, ou une des finalistes plutôt, du prix pionnier du Grand Prix ACF Autotech. Bonsoir Charlotte de Villemorin. Bonsoir. Alors, vous êtes cofondatrice de Abilise. Abilise, c'est la première solution en France de leasing de voitures pour les personnes en situation de handicap. Je rappelle quand même que Xavier Oran est avec nous, délégué général de Mobiliance. Bonsoir Xavier, merci en tout cas d'être là. On va vous donner la parole dans quelques instants. Et Guillaume de Vauchel, bien sûr, qui est resté avec nous, autant bien pour entendu. moi. Allez-y Philippe. Alors, vous êtes la première solution en France de leasing de voitures adaptées aux personnes en situation de handicap. Comment est née Abilise ? Eh bien, figurez-vous que quand vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas avoir accès au leasing. Personne ne veut vous louer une voiture. Non. Mais si, pour plein de raisons. Pour les acteurs traditionnels du secteur, un client handicapé, c'est un client compliqué parce que c'est une santé fragile, donc un risque de retour anticipé
d'une voiture avant la fin du contrat. Ils connaissent pas les voitures aménagées, qui n'ont pas la même valeur, qui se distribuent pas auprès des mêmes acteurs. Pour toutes ces raisons, jusqu'à aujourd'hui, quand on était handicapé, on ne pouvait pas louer une voiture en leasing. Mais excusez-moi, mais les constructeurs ou les banques, personne ne voulait vous en faire? Ah non, personne ne sait faire. C'est fou. La voiture aménagée, c'est très spécifique et c'est très méconnu des acteurs traditionnels. Donc nous, on connaît bien ce secteur et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'y aller. Alors vous êtes dans la shortlist Charlotte de Villemorin, mais c'est pas la première fois que vous êtes là et que vous avez été déjà célébré une première fois. Il se peut que vous puissiez être célébré 2 fois. Ah bah ce serait une première, je crois, à l'ACF, mais c'est sûr que on a beaucoup, il y a matière beaucoup à faire des efforts et à innover pour que la voiture soit plus inclusive. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Xavier Oran, puisque vous êtes là, délégué général de Mobiliance, quand on voit forcément les talents qui se succèdent là, donc comme Charlotte de Villemorin, ce qui nous dit ce que ça nous dit de l'automobile, de dire que cette automobile en mutation continue d'innover et sincèrement, c'est certainement l'une des filières les plus innovantes. Oui, absolument. C'est la filière qui est même au premier rang de l'innovation, et ça on ne le dit pas assez. C'est fondamentalement positif. Il faut pas voir l'automobile où il est question de mobilité sous un prisme à chaque fois qui est hyper déceptif, très noir, et on parle sans arrêt d'ailleurs. On parle d'ailleurs souvent d'inclusion, et plus on parle d'inclusion quand on parle d'automobile, plus en fait ça fabrique de l'exclusion. Et donc l'exemple de Charlotte est particulièrement frappant. Et donc moi, ce que je retiens de cette soirée, c'est à la fois beaucoup d'espoir parce qu'on voit que cette innovation va tracter beaucoup de progrès. Deuxièmement, des talents en France qui sont tout à fait exceptionnels. Et puis ce soir, à côté de moi, c'était pas prévu, mais je vois surtout une femme debout. Oui. C'est ça que je retiens fondamentalement. C'est ça qui permet de faire avancer les choses dans le bon sens. Et donc, en ce qui nous concerne, chez Mobiliance, nous avons le grand plaisir, le grand honneur d'accélérer la start-up qu'a cofondée Charlotte de Villemorin au sein de Station F. Et je dois dire que pour ce qui concerne notre jury, composé d'une 40aine de personnalités de l'automobile, Charlotte et son équipe est arrivée largement première, et nous en sommes, au niveau de Mobiliance, extrêmement fiers. Donc oui, il y a beaucoup de talents présents ce soir, mais ce soir, vous l'aurez compris, j'ai ma préférée. Charlotte de Villemorin, il y a 1 an. Ah, c'est plus moi, j'ai l'impression que Charlotte m'a dépassé. C'est fini. Vous m'avez piqué ma place, Charlotte. Je pense que le cœur de Xavier est très large. On était exactement au même endroit. Ouais. Quel a été le développement d'Abilis depuis 1 an? Alors, il y a 1 an, on était vraiment aux toutes prémices. On n'avait pas encore créé la société, c'était encore en germe. Voilà, exactement. On a dû convaincre des partenaires financiers de nous prêter de l'argent, ce qui n'était pas simple parce qu'on leur a demandé d'être créatifs, de pouvoir s'affranchir de leur grille de sélection classique. Donc on a trouvé nos partenaires, on a trouvé aussi les partenaires opérationnels qui vendent les voitures aménagées, et on a démarré l'offre, et aujourd'hui on a une centaine de clients qui s'apprêtent à du coup avoir une voiture aménagée grâce au leasing. Génial. Et c'est une Xavier Oran, c'est une fierté absolue, parce que quand on voit et elle le dit, l'exclusion, que rien n'est fait adapté, il faut que ce soit quelqu'un en situation de handicap qui finalement sorte ce dossier. Finalement, tout le monde va se l'arracher. Oui, j'espère. C'est ce qu'il faut souhaiter, parce que c'est une réalité sur le plan mondial. Tu me l'expliquais, Charlotte, qui concerne à peu près 1% de la population mondiale, donc en fauteuil roulant. Donc c'est une réalité importante sur le plan, je dirais strictement du volume. Et puis on peut pas imaginer une mobilité plus vertueuse demain sans se préoccuper des réalités très concrètes auxquelles sont confrontées des personnes comme Charlotte. Et donc c'est l'honneur, je pense, de l'automobile et de ses entrepreneurs que encore une fois, de faire bouger les lignes dans le bon sens, et puis de se poser les bonnes questions en amont, parce que c'est assez sidérant qu'on ne se soit pas posé la question avant. Ah bah oui, et donc je pense que tout un réseau de partenaires autour de nous, d'équipementiers, de constructeurs, de banques et d'assurances vont se mobiliser. Et ça, je pense que ça sera une des très grandes chances que Charlotte offre
en fait à l'ensemble de notre société, de notre civilisation. On parle de civilisation automobile, et bien là-dessus il y a un effort à faire et on ne peut pas le faire seul. Et donc Charlotte a besoin de soutien, nous avons besoin de soutien. Et moi je sens bien les choses parce que l'âme d'entrepreneuse que Charlotte a rayonne. Vous le voyez avec moi ce soir. Et donc voilà, j'ai pas plus de choses à ajouter. Guillaume de Vauchel, quand on voit ce qu'on fait maintenant, ce que fait Abilise, pour un équipementier comme Valeo, il y a parfois un problème, c'est de faire des produits qui se vendent trop peu pour être rentabilisés. Pour le handicap, qui est une grande cause nationale, faut-il le rappeler, ce serait pas bien que tout le monde mette un peu, on dirait, la main à la pâte? Oui, absolument. Enfin, c'est frappant de voir que c'est pas la technologie qui est bloquante. Non, c'est l'organisation. Et donc, on ne peut que saluer ces initiatives. Et demain, avec les véhicules autonomes ou largement, donc on pourra étendre aux personnes au fauteuil, aux personnes malvoyantes, aux personnes malentendantes, etc. Et donc, il faut des catalyseurs parce qu'effectivement, j'ai un ancien directeur de projet de l'automobile qui disait, quand on n'a qu'un marteau, on voit tous ces problèmes comme des clous. Et on peut pas demander à un constructeur qui produit 10 ou 20 000 voitures par jour de faire une voiture tous les 10 jours. Ce sont pas les mêmes organisations. C'est clair. Et ça, c'est vrai pour l'accessibilité à la mobilité, mais c'est vrai aussi pour la gestion de l'énergie où on oppose toujours l'énergie électrique, l'énergie fossile, etc. Il faut donc s'habituer à une très très grande diversité pour être inclusif. On reçoit désormais le fondateur de Merci Polo, Nicolas Ziegler. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous étiez venu dans Les Vraies Voix qui font rouler la France. Vous étiez demi-finaliste. Maintenant, vous êtes finaliste. Ça y est. Ça va? Ça y est. Ouais, j'ai un petit peu essoufflé, détendu, mais soulagé, très content. J'ai passé un. Comment ça vient de se passer là, votre pitch? Bah c'est intense, 5 minutes pour expliquer les enjeux de la réparabilité de la voiture et justement de la démocratisation de la pièce issue de l'économie circulaire, c'est un vrai enjeu. Comment on se prépare pour un grand prix comme ça? Parce que 5 minutes de pitch, il faut rien oublier, il faut faut aller chercher finalement le public. Ouais, faut être concis, donc ça veut dire qu'il faut bosser beaucoup les messages clés. Moi j'ai passé une bonne partie de ma journée d'hier à travailler, retanker tout ce que j'avais écrit, etc. C'est sans notes ou avec des notes? Là on a un support, mais voilà, l'enjeu c'est vraiment de dire un maximum de choses en très peu de temps. J'ai commencé la première mouture, ça faisait 8-9 minutes. À un moment donné on dit bon, qu'est-ce qu'on coupe? On enlève beaucoup de petits mots qui servent à rien et on se concentre sur l'essentiel. Est-ce que ça aide, sur les levées de fonds par exemple, de ce travail-là, le fait de pitcher, de savoir le raconter quand vous faites des interviews, tout ça va vous servir en tout cas? En tout cas, si le message est clair, évidemment ça donne plus envie. Moi je compte aussi sur vous, faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient envie d'investir. On cherche 300 000 euros actuellement. C'est sur des tickets à partir de 10 ou 50 000 euros. Donc n'hésitez pas, mercipolo.com, il y a un formulaire contact, on s'en parle quand vous voulez. Alors on rappelle que vous, sur Merci Polo, on peut commander toutes les pièces pour toutes les voitures. Cécile de Minibus cherche une aile pour sa traction avant qu'elle avait eu pour ses 21 ans quand elle a été majeure en 1938. Est-ce que vous pourriez lui trouver ça? Eh ben c'est super. Tout ce qu'il lui faut à Cécile, c'est de nous laisser sa plaque d'immatriculation et de me laisser son 06. Et après, à partir de là, nous on est capable de retracer tout l'historique du véhicule, toutes les informations clés. Il n'y a pas besoin de donner plus de détails sur quel est le modèle recherché. Et avec le 06 derrière, nous on envoie une proposition en quelques heures directement par SMS. Il n'y a plus qu'à cliquer, il n'y a plus qu'à acheter et se faire livrer. Mais c'est fou, on se dit comment ce système n'existait pas avant? Comment tout à coup l'intelligence de quelqu'un de se dire peut-être que moi j'ai manqué d'informations ou je vais créer ça. Ça aurait dû, ça devrait être là depuis 20 ans cette histoire. Il y a plein de choses qui existaient, beaucoup de marketplace et parfois en fait on s'endort sur des choses qui existent et qui suffisent à pas mal de gens. Maintenant, nous l'enjeu c'était de rendre ça disponible typiquement pour ma mère, pour madame, monsieur, tout le monde parce que c'est des gens qui un facilitateur en fait. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est source d'angoisse et de charge mentale. Donc on s'est posé la question de comment on allait le rendre plus simple. Le SMS c'était quelque chose et faire en sorte qu'on enlève toutes les étapes qui perdaient les gens, c'est ça qu'on a fait. Merci beaucoup Nicolas Ziegler, ça s'appelle Merci Polo et je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur le site si vous avez envie bien entendu d'utiliser le système, mais si vous avez aussi envie d'investir, on sera là et allez-y, surtout d'investir. Non, absolument, surtout d'investir, on est en pleine recherche là-dessus. Donc mercipolo.com, je suis disponible sur tous les canaux, tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas, on en parle demain quand vous voulez. Merci beaucoup Guillaume de Vauchel.
Michel, ex-vice-président innovation R&D, et Valéo. Et merci à nos équipes. Merci bien sûr à Arthur. Merci Daisy. Merci Maxime qui est resté dans les studios. Avec Félix Mathieu. Merci à Anne-Lise qui a tout organisé. Nelly, Jean-Marie Bordry et voilà toute la famille Sud Radio. On était très contents de passer cette très belle soirée avec vous. Eh bien écoutez, on se retrouve demain 17h pour les vraies voix. Par exemple. Eh ben c'est parfait. Passez une belle soirée. Salut. Bonne soirée à vous.